Le sport de haut niveau est censé être l'ultime sanctuaire du fair-play, l'arène où seul le talent brut triomphe. Mais que se passe-t-il quand les projecteurs s'éteignent sur l'éthique pour révéler la face la plus sombre et haineuse d'une foule en délire? C'est toute la question de ce décryptage. Aujourd'hui, décryptage d'une nuit de chaos au cœur de Lisbonne, quand le racisme met la Ligue des Champions à l'arrêt et transforme le terrain en tribunal public. Et on ne va pas s'attarder sur un simple tableau d'affichage. Surtout pas, on ne va pas disserter sur une banale histoire de 3 points engrangés dans une phase de groupe. L'analyse qui nous occupe plonge directement dans les entrailles du stade de la Luz. Lisbonne, qu'on surnomme ironiquement la ville lumière, a vu toute sa clarté s'évaporer ce mardi soir. Une évaporation brutale, oui. Ce à quoi nous avons assisté, c'est l'effondrement pur et simple d'une institution. C'est l'implication viscérale de figures mondiales comme Vinicius Junior et Kylian Mbappé livrées à elles-mêmes face au machiavélisme d'un système. Un système incarné en partie par l'entraîneur adverse, José Mourinho. Un acteur central de cette montée en tension. Absolument. Mais avant d'arriver à ce point de rupture absolue, il est crucial de comprendre la poudrière dans laquelle ces acteurs ont mis les pieds. Quel était le contexte exact sur cette pelouse avant que tout ne dégénère? Il faut bien comprendre que les fondations de cette soirée reposent sur un traumatisme tactique extrêmement récent. Le Real Madrid ne débarque pas au Portugal pour un simple match de gala, hein. Non, l'enjeu est bien plus lourd. L'équipe madrilène arrive avec l'impérieuse nécessité de chasser des fantômes. 3 semaines plus tôt, très exactement, sur ce même gazon, ils ont subi une humiliation historique. Une défaite cuisante. 4-0, face à ce même Benfica. Et ce passif modifie totalement la matrice psychologique et stratégique de la rencontre. Sur le banc adverse, on retrouve José Mourinho, l'homme qui a bâti sa légende sur la destruction du jeu adverse. Le fameux Special One. Son plan pour cette soirée est un cas d'école de guerre asymétrique appliquée au football. La guerre asymétrique. Le terme semble grandiloquent pour un match, mais quand on connaît le personnage, disons que c'est souvent la réalité du terrain. Comment ce piège s'est-il matérialisé concrètement? C'est ce qu'on appelle un bloc défensif regroupé à l'extrême. On a vu un Real Madrid qui confisquait le ballon, mais qui semblait totalement inoffensif. C'était voulu, totalement voulu par Mourinho. Pour schématiser, l'équipe de Benfica s'est recroquevillée près de sa surface des réparations, laissant volontairement la possession au Real. C'est un piège psychologique. On donne à l'adversaire l'illusion de la domination. C'est ça. Mais ce bloc est programmé pour muter en une fraction de seconde. Dès que le ballon est récupéré, ou qu'une passe madrilène est mal ajustée, le système se transforme. Une bascule immédiate. Il passe d'une défense passive à un pressing haut, agressif, visant directement la gorge de l'adversaire, avec des transitions fulgurantes. La première mi-temps a été l'exécution chirurgicale de cette doctrine, une véritable guerre d'usure. Et dans cette guerre d'usure, on a vu les stars mondiales se casser les dents. Kylian Mbappé particulièrement a semblé vivre un cauchemar clinique. Les données de la première période concernant Mbappé sont révélatrices d'une impuissance systémique. Il a multiplié les appels dans le dos de la défense, il a reçu d'innombrables centres, mais il s'est heurté à un mur. à une véritable barrière d'improbabilité. Des occasions franches manquées, un tir fracassant sur la barre transversale, et surtout, il faut le souligner, les interventions du gardien de Benfica, Anatoly Trubin. Qui était phénoménal. Ce dernier a réalisé des arrêts défiant toute logique biomécanique. De l'autre côté du terrain, le Real Madrid n'a survécu que grâce à son propre gardien, Thibaut Courtois, obligé de s'envoler à plusieurs reprises pour neutraliser des contre-attaques assassines. C'est là que réside toute l'ironie morbide de cette première mi-temps. On observe un Real Madrid, l'institution la plus titrée du monde, prétendument dominatrice, mais totalement stérile. Elle est engluée. Prisonnière de dispositif. La voyou qui refuse de jouer selon les règles conventionnelles. La comparaison est forte, mais tactiquement juste. Mais on le sait, ce genre de mur finit toujours par se fissurer. Comment la situation se débloque-t-elle à la 50e minute? Est-ce qu'une faille dans le dispositif de Mourinho? Pas du tout. Et c'est là que le modèle prédictif s'effondre. Si on regarde l'action à la 50e minute, le dispositif défensif portugais est parfaitement en place. Rien ne laissait présager la suite. Vinicius Junior reçoit le ballon sur le flanc gauche. La situation est, sur le papier, totalement sans issue. L'angle de tir est fermé. Devant lui se dresse une forêt de jambes défensives, un mur humain compact. Et le gardien est en position. Trubin est idéalement positionné pour couvrir son premier poteau. Que disent les chiffres à cet instant précis? Parce que visuellement, on a l'impression qu'il n'y a aucune solution viable.
la statistique clinique générée par l'intelligence artificielle à la milliseconde où Vinicius arme sa frappe est sans appel. Il n'y a que 1% de chance que cette action se transforme en but. 1%, un seul petit pourcent. Exactement. Et pourtant, au mépris des probabilités géométriques, le tir part. Ce n'est pas une frappe enroulée classique, c'est un boulet de canon d'une fulgurance terrifiante qui vient se loger exactement dans l'angle mort absolu du gardien. Et le filet tremble. Le stade de la Luz, jusqu'alors bouillonnant et hostile, est frappé par une fraction de seconde de silence total. Un silence extrêmement précaire, d'ailleurs, qui est immédiatement rompu. Et c'est ici, précisément ici, que l'acte sportif bascule pour devenir un acte éminemment politique. C'est le tournant du match. Vinicius se dirige vers le poteau de corner. On s'attend à sa danse habituelle, cette célébration qui rend ses détracteurs hystériques. Mais il y a une rupture. Il enlève ce qu'on pourrait appeler son masque de calme institutionnel. Une provocation assumée. Il brandit son maillot face à des supporters dont la rage est palpable, presque animale. Et quelle est la réponse de l'institution, représentée sur le terrain par l'arbitre français François Le Texier? Un carton jaune. Une application stricte du règlement. Mais pourquoi l'institution choisit-elle de frapper la cible de la haine plutôt que de calmer la reine? Il faut analyser cette décision sous le prisme de la rigidité protocolaire. L'arbitre applique le règlement à la lettre, un règlement complètement aveugle au contexte émotionnel et sociologique. Enlever son maillot ou provoquer le public, c'est passible d'un avertissement. Sauf qu'en agissant avec cette froideur bureaucratique, il crée un paradoxe d'une violence inouïe. Au lieu d'imposer l'autorité de l'institution pour protéger les acteurs du jeu, il jette un bidon d'essence sur un brasier. C'est de l'hypocrisie pure et simple. Le système valide l'hostilité de la tribune en sanctionnant le joueur qui ose la défier. C'est un aveu de faiblesse monumentale de la part des instances. Et cette sanction agit effectivement comme un déclencheur direct. Elle légitime, dans l'esprit de certains joueurs de Benfica, une escalade inacceptable. Nous arrivons au point de non-retour de cette soirée. La chronologie des événements devient alors implacable. Gianluca Prestiani, joueur du club portugais, s'approche de Vinicius. Ce qui suit n'est pas un dérapage incontrôlé sous le coup de l'adrénaline. L'analyse des images montre une action très réfléchie. On l'a très bien vu sur les ralentis. Prestiani utilise le col de son propre maillot pour dissimuler sa bouche aux multiples caméras de retransmission. C'est une technique bien connue, n'est-ce pas? Un geste pour s'assurer une impunité visuelle totale. Tout à fait. C'est documenté dans de nombreuses enquêtes sur les comportements déviants sur les terrains. C'est la preuve matérielle d'une préméditation. Il sait pertinemment que ce qu'il va prononcer est lourdement répréhensible. Et le mot est lâché. Un seul mot. Singe. Voilà. Et la réaction de Vinicius est immédiate. Mais fait crucial, il ne cherche pas l'affrontement physique direct avec son agresseur, il se tourne vers le corps arbitral. Il impose de facto l'activation du fameux protocole antiracisme de l'UEFA. Ce protocole, on en entend souvent parler dans les communiqués de presse aseptisés des instances. Mais que se passe-t-il concrètement à cet instant T? Parce que ce qu'on voit à l'écran, c'est le match qui s'arrête et un vide sidéral qui s'installe. Le protocole de l'UEFA comporte 3 étapes très strictes. La première étape, c'est l'arrêt temporaire du match et la diffusion d'un message d'avertissement via les haut-parleurs du stade. Pour demander au public de cesser les comportements discriminatoires. Exactement. La deuxième étape, si les incidents continuent, consiste à renvoyer les joueurs au vestiaire pour une durée déterminée. Et la troisième et ultime étape est l'arrêt définitif de la rencontre. Sauf qu'à Lisbonne, nous sommes bloqués dans cette première phase. Elle s'éternise. Pendant 10 minutes, le chronomètre est figé. Les délégués du UEFA sur le bord du terrain sont en pleine panique communicationnelle. Une paralysie totale. Les diffuseurs internationaux ne savent plus où braquer leurs caméras, tiraillant entre le devoir d'informer et la peur de montrer l'inacceptable. 10 minutes. 10 minutes d'un silence institutionnel assourdissant, lourd, toxique. Et au milieu de ce naufrage diplomatique, il y a cette image indélébile. Vinicius, l'un des joueurs les plus chers et les plus talentueux de la planète, quitte la pelouse. Il va s'asseoir, seul, sur le banc des remplaçants. Il refuse catégoriquement de reprendre le jeu. Ce n'est pas qu'une simple pause, c'est la métaphore parfaite d'un homme isolé face à un système gargantuesque qui refuse de le protéger. Une sécession en direct. La machine des milliards de dollars, les contrats de droits télévisés, les sponsors, tout est mis à l'arrêt par la volonté d'un seul individu qui exige le respect de sa dignité humaine.
Et cette sécession provoque une onde de choc immédiate au sein même du collectif madrilène. C'est ici que l'on observe un phénomène fascinant. La transformation radicale de Kylian Mbappé. Jusqu'ici, dans ce type de situation de crise, l'attaquant français a adopté souvent la posture du coéquipier solidaire, mais diplomate. Extrêmement mesuré, conscient de son poids médiatique. Mais à Lisbonne, cette carapace médiatique vole en éclats. Il devient un volcan en éruption. C'est un moment d'une portée géopolitique stupéfiante. Mbappé, qui est peut-être la figure diplomatique sportive la plus lisse et la plus contrôlée d'Europe, abandonne toute retenue. Que fait-il exactement sur la pelouse? L'analyse comportementale de cet instant est frappante. Mbappé traverse le terrain de manière déterminée, cherchant la confrontation physique directe avec Prestiani. Les mots qu'il lui hurle au visage, captés par les micros d'ambiance, sont sans aucune équivoque. « Tu es un raciste ignoble ». Il ne s'agit plus de demander timidement des explications à l'arbitre ou de se plaindre au délégué du match. C'est une condamnation frontale, verbale et publique de l'adversaire. Le ballon a totalement disparu de l'équation. Nous assistons à une bataille de tranchées pour la dignité, livrée en mondovision. Mbappé endosse le rôle de procureur face à une cour martiale improvisée sur gazon. Le vernis civilisationnel dont se part souvent l'Europe occidentale craque de toutes parts. Sous les yeux du monde entier. Le fait qu'un joueur doive suppléer l'arbitre et les délégués pour faire régner la justice prouve l'effondrement total des instances officielles. Une défaillance systémique. Mais la machine, avide de reprendre son spectacle, finit par forcer le redémarrage. Comment le jeu reprend-il après un tel traumatisme? Les instances tentent effectivement de reprendre le contrôle narratif et sportif de la soirée. Après ces 10 minutes de paralysie, le jeu reprend. Dans quelles conditions? Des conditions qui illustrent un échec sécuritaire absolu. Le match redémarre sous une véritable pluie de projectiles. Une honte en direct. Les rapports officiels post-match documentent des jets continus depuis les gradins. Des bouteilles en plastique pleines, des briquets et même des cigarettes électroniques. Ciblant délibérément le corps de Vinicius. À chaque fois qu'il s'approche des lignes de touche pour disputer un ballon. C'est la définition même d'une zone de non-droit tolérée par une autorité défaillante. On renvoie la victime sur le lieu exact de son agression, en lui demandant de continuer à faire le spectacle sous les tirs ennemis. Tout cela pour que les coupures publicitaires puissent être honorées. C'est cynique, mais factuel. Comment Vinicius réagit-il face à ce lynchage en règle? Malgré cette hostilité physique et psychologique permanente, la réponse de Vinicius se matérialise exclusivement dans l'engagement tactique. Il ne recule d'aucun centimètre. Il reste sur sa ligne. Les données de suivi de la seconde mi-temps montrent qu'il conserve la même intensité de course, le même volume de dribble. Il continue de harceler, de provoquer et de martyriser la ligne défensive portugaise. Il devient intouchable sportivement. Et c'est précisément cette résilience qui fait imploser le banc adverse. Nous arrivons à la 84e minute. La tension accumulée trouve son exutoire chez le grand architecte de cette soirée. José Mourinho. L'entraîneur portugais explose de colère sur le bord de la touche. Dans un renversement psychologique terrifiant, il exige auprès du 4e arbitre l'expulsion immédiate de Vinicius. Son argumentaire, lu sur ses lèvres, est ahurissant. Il laisse entendre que la seule présence du Brésilien provoque des troubles à l'ordre public dans le stade. Le cynisme poussé à son paroxysme absolu. L'artisan de la guerre d'usure, l'homme qui a cautionné les tactiques brutales de son équipe, demande qu'on punisse la cible de la haine pour rétablir un prétendu ordre. C'est une rhétorique classique. L'argumentaire effrayant de tous les systèmes autoritaires. Éliminer la victime, la faire disparaître du champ de vision, pour faire taire le scandale et pacifier la foule. L'arbitre cède-t-il à cette pression? Non. Et c'est là que le système se retourne finalement contre l'instigateur du chaos. L'arbitre principal, les Texier, traverse le terrain et s'approche du banc de touche. Pas pour sanctionner le Brésilien cette fois. Il sort directement le carton rouge et l'adresse au torse de José Mourinho. L'entraîneur est expulsé sans ménagement, renvoyé sous escorte dans les tribunes de la Luz. C'est la chute de l'architecte. Pris à son propre piège de tension extrême. Le match se termine sur cette dynamique de délitement total du côté portugais. Quel est le bilan factuel de cette nuit-là? Sur le plan purement clinique, le Real Madrid s'impose. La victoire est mathématiquement actée. Mais au-delà de ces 3 points anecdotiques, la statistique historique à retenir est celle de Vinicius. Grâce à ce but inespéré. Avec ce but rendu impossible par les algorithmes, il dépasse la légende Kaká. Il devient officiellement le 2e meilleur buteur brésilien de toute l'histoire de la Ligue des Champions. La boucle est bouclée. Le paradoxe de cette nuit portugaise est total. Les projecteurs du stade de Lisbonne se sont peut-être éteints sur l'éthique sportive,
Mais les mots hurlés, les gestes de défi et la lâcheté institutionnelle de cette soirée demeurent gravés au fer rouge. Le constat est là. On observe un homme, Vinicius Junior, qui a littéralement dansé sur les blessures béantes de la haine ambiante. Il a transformé un guet-apens sordide en une démonstration de force absolue. Il a forcé ses propres coéquipiers à sortir de leur neutralité diplomatique. En analysant les répercussions immédiates de ce match dans la sphère médiatique et diplomatique, il y a une métaphore extrêmement puissante qui émerge. Une phrase de nos sources, il me semble. Oui. Une phrase qui résume parfaitement l'incapacité de la violence systémique à altérer la réalité d'un talent pur. L'or ne rouille jamais, même lorsqu'il est plongé dans l'enfer de Lisbonne. L'or ne rouille jamais. C'est une belle image. Froide, implacable, presque clinique. Vinicius a traversé la tempête institutionnelle, l'agression raciale et la défaillance des autorités en maintenant son statut inaltérable. Mais cette image nous pousse inévitablement vers une conclusion beaucoup plus sombre. Une question fondamentale qui doit rester en suspens dans l'esprit de quiconque observe l'évolution de nos sociétés à travers le prisme du sport. Bien sûr. Que nous dit réellement cette soirée sur l'industrie du spectacle moderne? Faut-il véritablement qu'un acteur majeur soit poussé à bout, forcé de stopper lui-même par l'exposition de son propre corps, une compétition mondiale générant des milliards d'euros? On est en droit de se le demander ? Faut-il qu'il subisse une pluie d'insultes déshumanisantes et de projectiles physiques pour qu'une institution de gouvernance daigne, enfin, faire semblant d'appliquer ses propres règles avec une lenteur calculée? La vraie question, celle qui dérange profondément, est de savoir si ce système institutionnel ne se nourrit pas secrètement de cette même violence, de ce drame humain permanent, pour faire grimper de manière cynique ses audiences mondiales et vendre son produit.